soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes afin d'inverser la courbe du taux du chômage qui ne cesse de croître au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette livraison de l'information. Commençons par cette actualité. Après les mouvements de samedi dernier, des manifestations ont été observées encore ce lundi 12 février dans la journée et dans plusieurs coins de la ville, province de Kinshasa. Objectif, dénoncer le silence de la communauté internationale face à l'instabilité dans l'est du pays. Les pneus ont été brûlés devant l'ambassade des États-Unis, mais aussi devant les installations de la MONUSCO. Certains des manifestants ont d'ailleurs appelé au départ des quelques pays occidentaux. Maris Boleli et Beni Fombo étaient sur place. L'avant-midi de ce lundi 12 février 2024 a été marqué par une ambiance tendue dans plusieurs quartiers de la capitale et surtout au centre-ville de Kinshasa. Mécontentement et colère sur leurs visages pour dénoncer l'indifférence et les silences de la communauté internationale face à la crise sécuritaire et humanitaire qui règne dans l'est de la République démocratique du Congo. Les manifestants ont encore battu le pavé ce lundi après le mouvement de samedi. Accompagnés de taxi-moto exhibant le geste à deux doigts sur la tempe, bouche obstruée par l'autre main. Dans leur procession, chants et cris sur le boulevard du 30 juin étaient aussi au rendez-vous. L'expression d'un ras-le-bol d'une situation qui dure près de 30 ans durant. Deux pneus ont été aussi brûlés devant plusieurs ambassades, notamment celle de la France, des États-Unis d'Amérique, mais aussi des hôtels appartenant aux étrangers. Les étudiants, eux aussi, ne sont pas restés indifférents à ces mouvements de protestation conduits particulièrement par des jeunes. Oui, bonjour madame, c'est Maurice Mukanda, président des étudiants du Congo. Ici, nous avons demandé à nos camarades de sécher les cours pour 2 jours. Premièrement, d'abord, c'est pour compatir avec nos amis de l'Est. Deuxièmement, c'est pour manifester notre indignation par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'Est. Il y a plusieurs années que nos camarades souffrent énormément de la guerre nous imposée par les M23, le Rwanda, les pays qui se sont alliés au Rwanda. Nous avons jugé bon de sécher les cours pendant ces 2 jours, de manifester notre indignation vis-à-vis de tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Le programme de nos activités aujourd'hui, nous avons demandé à nos camarades de rester à la maison. Demain mardi, nous allons nous retrouver au Palais du Peuple à 18h avec les amis, avec les bougies. L'activité que nous allons organiser au niveau du Palais du Peuple va prendre plus ou moins 30 à 45 minutes. Le mercredi, nous reprenons les cours et nous allons nous organiser à un groupe restreint pour saisir les 2 ambassades, les États-Unis et la France et aussi la Grande-Bretagne pour déposer notre lettre ouverte que nous allons déposer le mercredi qui s'intitule Les regrets des étudiants congolais vis-à-vis de nos pays amis qui n'arrivent pas à nous soutenir. Ce que nous pouvons demander à notre gouvernement, c'est que le gouvernement puisse faire son travail en tant que gouvernement responsable. Pour rappel, les manifestations de samedi dernier se sont soldées par des dégâts matériels importants et des cas de violence. Le gouvernement congolais a condamné ces actes tout en reconnaissant la légitimité des revendications. L'ouverture d'une enquête pour établir les responsabilités a été annoncée. Et concernant ces manifestations, le gouvernement de la République condamne les actes de violence qui ont émaillé les manifestations du samedi 10 février à Kinshasa, des violences qui ont donné lieu à des dégâts matériels importants. Plusieurs véhicules de la MONUSCO et d'autres représentations diplomatiques ont été brûlés. Une boutique de Canal+ saccagée. Les autorités de Kinshasa ont appelé les populations au calme. C'était à l'issue d'une réunion de sécurité du même samedi dirigée par le VPM Peter Kazadi. Suivez. De la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations
des diplomates étrangers, du personnel de la MONUSCO sont inviolables. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationaux. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer, ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Le front se trouve à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, les combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. Et la province de l'Ituri tend progressivement vers la fin des hostilités car quelques groupes armés d'autodéfense décident d'enterrer la hache de la guerre et d'être des partisans de la paix. Ils ont manifesté cette volonté au cours d'une matinée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique initiée par les autorités coutumières du secteur de Walendu. Une matinée organisée sous le haut patronage du commandant des opérations militaires et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kashama Johnny, suivant ce reportage de la presse militaire. La délégation congolaise a été conduite à ces assises par le Premier ministre Samalou Kondé. Pour lui, le contrat signé en bilatéral entre la RDC et la Banque sud-africaine de développement et l'entreprise Gouma, qui a donné lieu à un acompte de 450 millions de dollars américains pour financer des projets routiers en milieux ruraux, est bénéfique pour les communautés locales de la RDC. Nous voulons d'abord que les premiers bénéficiaires soient les communautés. Comment peuvent-elles devenir bénéficiaires ? D'abord, en ayant plus d'investissements dans le secteur, plus d'investissements au niveau local, parce que lorsqu'on parle d'investissement et investissement responsable, aujourd'hui, tous les jours, et c'est ça le message clair du président de la République, c'est qu'on veut voir le développement des chaînes de valeur ajoutées au pays, en République démocratique du Congo. Le chef du gouvernement congolais était porteur d'un message du président congolais qu'il représentait à cette 30e édition de Mining Indaba, celui d'attirer les investissements vers le Congo, le pays à fort potentiel minier. Des investissements qui doivent avoir lieu en faveur des communautés locales. Alors à côté de cette activité du Mining Indaba, nous avons eu à poursuivre, en fait, à finaliser des échanges que nous avions déjà dans le cadre bilatéral avec la République sœur d'Afrique du Sud. Ici, lorsqu'on parle de routes, on parle plus de routes au niveau rural, des routes de dessert agricole, pour permettre plus de connectivité au niveau du pays. On parle ici de matériel roulant qui vont pouvoir venir et nous, on les inscrit toujours dans le cadre du développement de nos territoires, les 145. Ces assises de Cape Town, qui a rassemblé du 5 au 8 février 2024 des entreprises minières et le secteur public, étaient placées sous le thème « Tirer profit de la perturbation positive, un avenir radieux pour l'industrie minière africaine ». Nous nous excusons, il s'agissait de la participation de la RDC au forum minier de Mining Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. De cette 30e édition, la délégation congolaise rentre avec une promesse concrète d'un montant de 450 millions de dollars américains pour le financement des projets routiers dans les milieux ruraux pour accélérer le programme de développement de 145 territoires, le contrat étant signé entre le gouvernement et un groupe d'entreprises sud-africaines.
Et dans la province de l'Ituri, tend progressivement vers la fin des hostilités car quelques groupes armés d'autodéfense décident d'enterrer la hache de la guerre et d'être des partisans de la paix. Ils ont manifesté cette volonté au cours d'une matinée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique initiée par les autorités coutumières du secteur de Walendu, une matinée organisée sur le haut patronage du commandant des opérations militaires et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama. Il s'agit d'un reportage de la prince militaire de l'Ituri. La pacification de l'Ituri entre désormais dans sa phase décisive en territoire de Djougou. Membres de groupes armés et communautés locales décident de fumer le calumet de la paix. C'est le résultat de l'approche non militaire imprimée par le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny. Pour la toute première fois, ses ennemis d'hier se sont retrouvés ce samedi 10 février 2024 à Tchéli dans une rencontre de sensibilisation et de cohabitation pacifique. Les communautés Lendu, Ema, Ndokebo et Banyali ainsi que les groupes armés autodéfense et IRDPC, Kodeko, Aksembaou et Pimbo ont répondu présents à ces rendez-vous de paix. Un motif de joie pour l'initiateur de cette rencontre, le chef de secteur de Walendu, Djati, Justin Goudza. Vraiment, nous devons être en harmonie pour que la sensibilisation, le renforcement, la transformation. Pour ça, nous devons être leaders transformationnels. Pour la population locale, cette rencontre est une lueur d'espoir pour la fin de la violence armée en Ituri. Je les félicite pour cette initiative. Vraiment, très sincères félicitations pour cette démarche de la paix. Occasion pour les représentants de ces groupes armés d'interpeller la conscience collective de certains d'entre eux à revenir à la raison. Nous voulons la paix car la paix est très importante et nous respectons l'acte d'engagement de Nairobi et Arusha. Je suis content de la vision du chef de l'État. À ces Gauliers, je remercie l'initiative du gouverneur militaire de l'Ituri et tous nous sommes derrière eux pour la paix. Parlant au nom de l'administration militaire de l'Ituri, le colonel Jeff insiste sur le caractère patriotique devant caractériser tout et chacun. Lentement et sûrement, la violence armée laisse place à la reconstruction et le développement de la province de l'Ituri. Prenons cette information en bref. L'Assemblée nationale a procédé ce lundi 12 février à la validation des pouvoirs des élus. Christophe Mbosso, président du bureau d'âge, a demandé à tous les élus devenus députés après validation de leur mandat par la plénière qui se retrouvent dans les cas d'incompatibilité avec le mandat de député d'opérer le choix en déant 8 jours. S'il opte pour le mandat des députés, il en avise par lettre dans le même délai le président de l'Assemblée nationale. À défaut de se prononcer dans le délai fixé, il est présumé avoir renoncé à son mandat de député. Et à Kinshasa, les accidents à moto deviennent de plus en plus récurrents, annonce le président de l'Association nationale des initiateurs et propriétaires de taxis-motos au Congo. Le premier grave accident s'est produit dernièrement sur le pont de Kinkole à Ntsele. Plus de 20 mototaximens sont morts sur le coup, percutés par un camion Ben, plusieurs qui perdent la vie et plusieurs autres qui subissent des amputations chaque jour, une situation dramatique qui inquiète et interpelle les consciences. Plus de détails est dans ce reportage. La sonnette d'alarme est tirée sur le nombre croissant de personnes qui subissent l'amputation de membres à cause des accidents de taxi-moto. Chaque semaine, au moins 10 personnes perdent leurs jambes et leurs bras, selon un rapport des cliniques universitaires de Kinshasa. Selon les taximans, les causes de ces accidents sont diverses. Les conducteurs de taxi-moto ont des comportements dangereux sur la route. Que nos autorités revoient les routes. Si les routes sont multiples, il y aura moins d'accidents. La plupart des cas, ce qui cause des accidents, c'est le fait que le véhicule et les motos s'entremêlent sur le même chemin qui, pour la plupart des cas, sont en état de délabrement très avancé. Chacun s'empresse pour arriver à temps à sa destination ou à son lieu de travail. Mais s'il y a beaucoup de routes, il y aura moins d'accidents.
La plupart ne savent pas conduire. Ils n'y connaissent même pas le code de la route. Ils font des dépassements sans contrôle. Ils n'utilisent même pas les rétroviseurs, ne respectent pas l'effet des signalisations ni les clignotants. Nous, les motards, sur 100%, 80 ne savent pas conduire. Et les véhicules D107, pour la plupart des cas, se sont mis en tête qu'il ne faut pas laisser passer les taxis-motos. Si tu t'entêtes à passer, ils te barrent la route et c'est ce qui est à la base de plusieurs accidents. Cette situation dramatique qui interpelle les conscients sur la nécessité de réguler les transports en commun par moto afin de protéger la population. En sport, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 a fermé série d'eau ce dimanche 11 février 2024 avec le sacre des éléphants ivoiriens face aux Super Eagles du Nigeria sur la marque de 2-1. Grâce à cette victoire continentale, la 3e de son histoire, la Côte d'Ivoire empoche la somme de 7 millions de dollars et la République démocratique du Congo, qui a fini 4e, regagne le pays avec 2,5 millions de dollars. Blaise Kouzola nous en dit plus. Le Nigeria qui donne le coup d'envoi. Cette CAN 2023 a rendu son verdict ce dimanche 11 février. La finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire a sacré les éléphants dans leur stade au terme de leur CAN. Grâce à un match dominé dans lequel ils ont été menés, les hommes d'Ernest Faye ont finalement renversé les scénarios grâce à un but de Sébastien Allaire en fin de partie. Le scénario rêvé pour un parcours de miraculés qui, au passage, leur permet de remporter leur 3e étoile continentale. Signalons que le trophée du meilleur joueur de cette CAN 2023 a été remis à William Trost Ekong, le capitaine du Nigeria. Le meilleur jeune est Simon Adingra, le meilleur gardien est le portier sud-africain Ronyan Williams, après avoir guidé son équipe à la 3e place de la compétition face à la République démocratique du Congo. Le meilleur buteur est Emilio Nsoué, l'attaquant de la Guinée équatoriale qui a marqué 5 buts. Lors du match de la 3e place, les Léopards de la RDC se sont inclinés face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud au stade Félix Houphouët-Boigny sur la marque de 0 but partout à l'issue du temps réglementaire et 6-5 lors de la séance des tirs au but. Vainqueur de la CAN 2023 à domicile, la Côte d'Ivoire recevra une somme exceptionnelle de 7 millions de dollars, équivalent à 6,37 millions d'euros, faisant de cette victoire non seulement une question de prestige, mais aussi une récompense financière substantielle. Finaliste malheureux, le Nigeria devra se contenter d'environ 3,6 millions d'euros. Ce sera près de 2,3 millions d'euros pour la RD Congo et l'Afrique du Sud demi-finaliste. Les quarts des finalistes, quant à eux, empocheront une somme d'1 300 000 dollars qui équivaut à plus ou moins 1 183 000 euros. Le montant total de gains pour la CAN 2023 s'élève à 21,2 millions de dollars, ce qui correspond à environ 19,29 millions d'euros. Cette somme illustre l'engagement de la CAF à valoriser et récompenser le football africain. Avec une augmentation significative des récompenses pour chaque étape de la compétition, le montant total atteint des sommets historiques. Rendez-vous donc en 2025 pour la CAN qui sera organisée au Maroc. Mesdames et messieurs, allons au-delà de nos frontières avec cette page internationale. Centrale dont la croissance démographique est la plus rapide. Cependant, malgré les efforts du gouvernement pour stimuler la croissance économique et créer des emplois, le chômage des jeunes reste un problème persistant dans le pays, chiffré à 600 000 personnes en 2023. Dans son discours à l'occasion de la 58e édition de la Fête de la Jeunesse, le président Paul Biya a réitéré son engagement à soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes pour inverser la courbe. Africa 24.
Parmi les priorités du gouvernement camerounais d'ici à 2030, l'insertion professionnelle des jeunes occupe une place importante. Ce d'autant plus que les résultats de la 3e enquête sur l'emploi et le secteur informel que l'Institut national de la statistique publie en octobre 2023 renseignent que sur une population totale de 16,3 millions de personnes en âge de travailler au sens des autorités camerounaises, seulement 54,2%, soit 8,8 millions, ont un emploi contre 600 000 chômeurs. Dans son discours à la jeunesse le 10 février 2024, le président Paul Biya a annoncé que les autorités faisaient tout pour stimuler la création d'emplois et encourager l'entrepreneuriat afin d'assurer l'épanouissement de tous les jeunes. En plus du recrutement chaque année d'un nombre significatif de jeunes dans la fonction publique, l'État multiplie les initiatives visant à stimuler la création d'emplois dans le secteur privé et à encourager l'auto-emploi. Je ne le dirai jamais assez. L'auto-emploi constitue l'une des meilleures voies d'insertion socio-professionnelle face à l'impossibilité pour l'État et le secteur privé d'absorber le volume sans cesse croissant de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Parmi les projets menés par les pouvoirs publics pour promouvoir l'employabilité des jeunes, l'on recense le programme de promotion de l'entrepreneuriat, une initiative en soutien à l'industrialisation réalisée avec le partenariat de l'ABAD et qui a permis au Cameroun d'enregistrer 22 000 emplois directs en 2023. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat a contribué à la création de plus de 12 000 nouvelles entreprises en 2023. Celles-ci ont généré près de 22 000 emplois directs. Et ces progrès sont certes encourageants, mais j'en suis bien conscient, il demeure. Et dans le cadre d'une coopération renforcée avec la Mauritanie, l'Union européenne a annoncé le 8 février un financement de 210 millions d'euros pour aider ce pays à lutter contre les passeurs et à empêcher les bateaux migrants de partir vers l'Europe. Ceci après que la Mauritanie a déclaré lors d'une réunion avec des responsables européens qu'elle avait de plus en plus de difficultés à faire face au nombre croissant des migrants et des réfugiés franchissant ses frontières. L'Union européenne prévoit d'allouer une enveloppe de 210 millions d'euros pour aider la Mauritanie à réduire le nombre de migrants transitant par son territoire en direction des îles Canaries. C'est ce qu'ont annoncé conjointement le 8 février 2024 à Nouakchott la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au cours d'une cérémonie en présence du président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. La Mauritanie paie un lourd tribut autant à la prise en charge des flux migratoires induits par la situation sécuritaire aussi délicate que sensible dans la sous-région qu'à la lutte contre l'immigration irrégulière dans laquelle nous nous sommes résolument engagés en partenariat avec le Royaume d'Espagne et l'Union européenne. Bien que la Mauritanie ne partage pas de frontières avec l'Union européenne, un nombre important de demandeurs d'asile transitent par son territoire. Selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies, la Mauritanie accueille plus de 107 000 réfugiés, originaires principalement du Mali, Sénégal, Guinée, Cameroun et du Togo. Une augmentation de 45% de la population réfugiée dans les zones urbaines ont été enregistrées entre 2021 et 2022. C'était tout pour ce soir, mesdames et messieurs, mais d'abord les rappels de titres. Les manifestations se poursuivent dans la capitale. La population continue à dénoncer le silence de la communauté internationale face à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs institutions et établissements ont été visés par la population. Vous avez suivi cela dans ce journal. Et le président camerounais a réitéré son engagement à soutenir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes afin d'inverser la courbe du taux du chômage qui ne cesse de croître au Cameroun. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable attention et bonne soirée chez vous.